19 h, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité de ce jeudi, c'est une affaire qui reflète l'impensable en Polynésie. Une enquête judiciaire est ouverte pour agression sexuelle entre élèves d'une école maternelle. En attendant les conclusions, une des victimes ne va plus en cours. Le dispositif panier bloqué pour sauvegarder le pouvoir d'achat fait flop. Son impact sur les marges a fait fuir les commerçants. Alors, quels moyens pour lutter contre la vie chère? La question sera posée à nos invités. Tevaro Fritsch porte le programme de Yaurateluna, Nui Haulore, celui de Ahereya Porinetia. Et enfin, il célèbre ses 60 ans de carrière. John Gabilou réunit son public pour 3 heures de show à la Maison de la Culture. Nous en parlerons avec sa fille Hiano sur place à la fin de cette édition. C'est une affaire délicate qui secoue une petite école maternelle. Des enfants sont soupçonnés d'attouchement sexuel sur d'autres élèves de moyenne et de grande section, à des faits très rares. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités des adultes chargés de la surveillance, notamment. En attendant, un des enfants qui aurait subi ces agressions est déscolarisé. Lucille Guichet, Patrick Sing Sing. Elle veut témoigner pour son fils et pour les autres élèves, pour que cela n'arrive plus. Depuis l'année dernière, son enfant de 5 ans serait victime de coups, de brimades et d'agressions sexuelles au sein même de l'école. Des agresseurs différents, contextes différents, classes différentes, mais des faits quasiment similaires. C'est arrivé plusieurs fois, c'était humiliant. Ce garçon l'a tapé aussi, pratiquement tous les jours. Il s'est arrêté de manger en décembre, il avait très mal au ventre, il était vraiment pas bien. Il a perdu, pour un enfant de 5 ans, il a perdu 1,5 kg. Selon elle, au moins 3 élèves auraient été ainsi victimes d'un petit groupe. Elle ne veut pas accabler les autres enfants. Aujourd'hui, elle critique l'institution scolaire qui n'a pas réagi suffisamment d'après elle. Que les agresseurs puissent avoir un suivi, que les enfants agressés puissent être suivis, que des mesures soient prises concrètement à l'école pour que ça n'arrive plus, parce qu'il y aura d'autres enfants. J'ai essayé d'en parler à la direction de l'école qui a été aussi sur la défensive, avec qui ça ne s'est pas très bien passé. De son côté, le ministère de l'Éducation assure que ce signalement, très rare, est pris au sérieux. Dans une école avec des tout-petits, c'est une alerte, on le prend en compte, mais c'est assez rare. Après, sur la surveillance, bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ministre a envoyé l'inspectrice directement pour voir comment s'organisait l'école et s'il y avait eu un problème de surveillance. Et là encore, je pense qu'il faut laisser la justice et la police faire son travail. Une enquête judiciaire et une autre administrative sont en cours. En attendant, l'enfant agressé a été déscolarisé par ses parents. Le principal assaillant de la rixe de Burabura séjournera en prison dès ce soir et pour plus d'1 an. Lui et 2 autres mis en cause ont été jugés par le tribunal correctionnel. Face au juge, aucun regret exprimé sur les conséquences de cette bagarre. Hiro Marakai, la victime, s'en sort avec 30 jours d'incapacité totale de travail. Compte rendu d'audience avec Ismaël Tahiata et Ar-Ihouetif Afana. Le premier est arrivé escorté et les 2 autres libres. Ils sont déférés aujourd'hui en comparution immédiate pour violences commises en réunion sur la personne de Hiro Marakai. Nous intervenons uniquement au titre des intérêts civils. Une expertise médicale aura lieu et ensuite nous allons demander des dommages et intérêts, bien sûr. Une provision de 200 000 francs en dommages et intérêts. Lors de sa visite médicale à Bora, le médecin avait donné 21 jours d'ITT à la victime. Arrivé à Tahiti par Ivasan, il est passé à 30 jours. Mais je pense que le médecin qui a fait le certificat médical initial l'a examiné quelques heures après les événements. Donc les symptômes ne sont peut-être pas tous révélés ce jour-là. Certains symptômes se sont manifestés bien plus tard. 1 an et 4 mois de prison pour celui qui est déjà en détention. Pour le second, 1 an ferme dans 6 mois de sursis probatoire sur 2 ans. Et pour le dernier, 6 mois de sursis. Interdiction d'être en contact avec la victime, interdiction de détenir une arme et l'obligation de travailler et de se soigner. Aucun des 3 ne connaissait Hiro Marakai.
Dès son annonce en septembre dernier, les petits commerçants et les économistes avaient émis des réserves. Le dispositif panier bloqué pour lutter contre la vie chère n'a pas donné le résultat escompté. Basé sur le volontariat, les petits commerçants ne l'ont pas du tout appliqué dans leurs rayons, faute de rentabilité. Bloquer les prix de certains produits ont un coût, plus de 4 millions de francs de pertes en 4 mois pour le groupe Van, qui a fait ce choix bien avant le gouvernement. Les explications de Priscilla Iteb et Laura Chintu. Dans les rayons, ces étiquettes jaunes ne passent pas inaperçues. Affichées à côté de 60 produits, éventuellement revus chaque trimestre, elles sont toutefois loin d'attirer les consommateurs. Je ne fais pas faire attention à ce truc-là. Hein. J'en ai un peu marre. C'est 1150. Hein. C'est beaucoup ça. C'est augmenté beaucoup ça. Panier bloqué ou pas panier bloqué, je prends cette marque. Et comment vous trouvez les prix? Un peu cher quand même. Difficile pour la grande distribution de faire mieux face à l'inflation. Le groupe Carrefour, qui a lancé son propre dispositif de prix bloqué fin 2022, n'en dresse déjà pas un bon bilan. 4 700 000 francs de manque à gagner et ça ne va pas s'arranger. Les prix ne cessent d'augmenter à l'import. Aujourd'hui, le commerçant doit subir en tous les cas cette perte de marge et donc doit gérer au mieux son exploitation compte tenu en plus des charges qui ne cessent d'augmenter pour un commerçant. Des enseignes déjà fragilisées par le rallongement le 1er avril de la liste des PPN et des produits de grande consommation, un système à revoir selon la Fédération générale du commerce. Si on fléchait vers telle ou telle famille qui sont pauvres, entre guillemets, ce serait valable et le commerçant pourra, entre guillemets, vendre sur à d'autres personnes qui ne sont pas dans le besoin. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée, sauf que matériellement, c'est impossible à réaliser. C'est compliqué de dire ce paquet de pâtes, on paye de la TVA dessus, et cet autre paquet de pâtes, qui est exactement le même, on ne paye pas de TVA. Les discussions sur le panier des produits à prix bloqué reprendront après la période électorale. Ce sera donc au nouveau gouvernement de proposer de nouvelles solutions pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Et ce jeudi marque un nouvel acte de mobilisation contre la réforme nationale des retraites en France au lendemain d'une tentative de dialogue ratée entre le gouvernement et les syndicats. Des cortèges ont défilé dans toutes les villes, 570 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'intersyndicale en revendique 2 millions. De nombreux heurts ont éclaté en marge des défilés à Paris ainsi que dans l'ouest de l'Hexagone. Au moins 154 policiers et gendarmes ont été blessés. La prochaine journée de mobilisation aura lieu le jeudi 13 avril, veille de la décision du Conseil constitutionnel. Et nous poursuivons avec l'actualité politique de ce journal. Il n'aurait jamais pensé faire de la politique il y a encore 20 ans, mais depuis, il multiplie les casquettes. De ministre à vice-président et de représentant à l'Assemblée à sénateur, Teva Rohfritsch ambitionne aujourd'hui de diriger la Polynésie. Son pari gagnant, 96% des candidats de sa nouvelle liste sont des personnalités issues de la société civile. Portrait signé Nicolas Suir et Patrick Sing Sing. Rencontrés pour convaincre. Teva Rohfritsch et ses militants préparent les élections territoriales. Le candidat se rappelle qu'il y a 20 ans, il avait une piètre idée des politiciens. Il a dit à Gaston Floss qu'il déplorait l'interdiction de critiquer le pouvoir en place à l'époque. Et puis, il y avait ses affaires en justice. Il m'a dit, justement, si ça ne te plaît pas, viens changer. Viens montrer ce qu'on peut faire différemment. Et il m'a surpris, il m'a décontenancé à ce moment-là. Et je me suis dit, j'en ai parlé à ma petite famille évidemment. Je me suis dit, si on me donne cette chance, si à 27 ans tu n'oses pas, quand est-ce que tu vas oser ? À 27 ans, il fait ses premiers pas dans l'arène politique en tant que ministre du Tourisme de Gaston Floss. Il collabore ensuite avec bien des gouvernements, Tongsan, Temaru et Fritsch, en tant que ministre, vice-président et sénateur. Mais au final, il souhaite voler de ses propres ailes. Il crée il y a quelques mois son deuxième parti, Yaorat et Nunaa, avec lequel il se donne comme priorité la vie quotidienne des Polynésiens, la lutte contre la pauvreté, l'emploi et l'environnement, entre autres. C'est un homme qui est très persévérant.
Il a vraiment, on sent vraiment en lui qu'il a envie d'apporter ce bien-être à cette population, à toute la population de la Polynésie française. Il a vu, les problèmes dans ce gouvernement, dans tel gouvernement, et maintenant il est capable de rassembler tous ces problèmes-là et de les régler. Parmi les 18 engagements qu'il a pris, Yaorat Tenounaa prône le changement, avec dans ses listes 96% de nouveaux visages. Je demande à notre population de donner ma chance cette fois-ci en tant que président. Avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux visages, mais il faut aussi de l'expérience pour diriger notre pays. Et franchement, lisez notre programme, regardez nos propositions, regardez ceux et celles qui m'entourent. Ce changement, nous l'incarnons avec ce ticket jaune. Et on ne s'improvise pas non plus à la tête du pays. Je pense être prêt aujourd'hui. Teva Rohfritsch prône une autre façon de faire de la politique, lui qui fait désormais partie intégrante de ce paysage et qui en connaît tous les rouages. Et il est notre premier invité, Teva Rohfritsch Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors de nouveaux visages pour oser le changement. C'est un choix politique périlleux. Est-ce que cela ne révèle pas aussi un manque criant de volontaires ? Non, bon, nous avons remonté, c'est vrai, ce nouveau parti il y a un peu plus de 3 mois maintenant, au mois de décembre. Et parce que nous avons entendu l'appel de la population, formulé notamment aux dernières législatives, qui appelle à ce renouveau, qui appelle aussi à ce que la classe politique change sa façon de gouverner, change ses comportements, et puis change ses programmes. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Avec l'expérience que j'ai pu acquérir, c'est vrai que j'ai pu être dans plusieurs gouvernements, à la demande de chacun des présidents. Mais ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on me donne ma chance à mon tour de pouvoir diriger notre pays avec ces nouveaux visages et cette énergie nouvelle, ce ticket jaune. On l'a vu dans l'ouverture de journal, cette affaire d'agression sexuelle entre enfants de maternelle. Cela démontre qu'il y a des défaillances dans le système. Les enseignants, les surveillants ont-ils les moyens de bien faire leur métier selon vous ? Alors nous souhaitons refonder effectivement l'école, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et utiliser pleinement cette autonomie. Nous appelons à la pleine autonomie et que nous soyons dans une autonomie responsable. Cela suppose effectivement davantage de moyens, notamment en termes d'AVS, pour accueillir aussi dans l'école inclusive l'enfance extraordinaire. Les et AVS puis aussi les concernent ATSEM. uniquement les enfants handicapés. Et aussi les ATSEM, pour pouvoir soulager aussi nos enseignants qui sont là pour de l'instruction. Et nos effectifs aujourd'hui sont trop nombreux. Donc on arrive à réduire les effectifs, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des classes de SG qui peuvent aller à plus de 30 élèves, où on apporte ce soutien effectivement à nos enseignants, et c'est ce que nous souhaitons également faire. Nous souhaitons aussi réouvrir l'école hors des murs, et puis l'école après les cours, accueillir des associations agréées par le gouvernement pour pouvoir faire de la prévention, prévenir effectivement de ces maux, faire tout ce que l'on n'a pas le temps d'enseigner finalement pendant les heures de cours classiques. Il faut qu'on se mobilise, et ça doit être une cause territoriale, on doit tous se mobiliser pour ne plus que se reproduisent de tels faits. Et c'est ce qui pourrait pallier cette défaillance selon vous ? La zéro défaillance n'existe pas, bien sûr, mais il faut que l'on mette tout en œuvre à chaque fois que nous avons l'occasion de le faire pour éviter que ça ne se reproduise. Et je crois vraiment que, en allégeant nos effectifs, en réorganisant, on va dire, le temps scolaire et le temps aussi des arts traditionnels et de la prévention, on peut aussi remodeler notre école davantage adaptée à la situation des familles polynésiennes. Ça me semble être une urgence. Et puis tout le monde ne peut pas payer une garderie après l'école. C'est aussi l'occasion de surveiller nos enfants le temps que nous finissions notre travail et qu'on aille les récupérer. Sur la cherté de la vie, maintenant, on l'a vu, le dispositif panier bloqué a montré ses limites. Yaorat Tenounaa veut faire bénéficier les PPN uniquement aux familles dans le besoin, celles affiliées au RSPF. Les commerçants ou économistes dénoncent les effets pervers des PPN, justement. Est-ce que vous êtes indifférent à ce discours ? Non, c'est pour ça que nous souhaitons cibler. Effectivement, cette aide doit être ciblée auprès de ceux qui en ont plus besoin. Les ressortissants du RSPF, mais pas uniquement. On pense aussi à tous les petits salariés. Monsieur est au SMIC, madame ne travaille pas, ou les deux sont au SMIC. Donc jusqu'à 2 SMIC par foyer, nous pensons que c'est une priorité. Ou alors un petit peu au-delà, en fonction du coefficient familial, lorsque la famille est nombreuse et que l'on a à charge ses parents également. Il faut un vrai accompagnement social de nos familles. Et on ne résoudra pas simplement avec une approche PPN comme elle existe depuis 30 ans, le problème de cherté de la vie. Nous souhaitons aussi baisser les taxes,
hors PPN, et nous souhaitons ajuster effectivement, retirer le transport maritime qui a quintuplé pendant cette crise de la fiscalité locale. Bref, il y a toute une série de mesures que nous proposons dans ce programme, 250 mesures, 18 engagements portés par Yorateluna. Très rapidement, lorsque vous étiez ministre des Finances, vous souhaitiez réviser et repenser la liste des PPN. Si vous arrivez au pouvoir demain, est-ce que vous allez l'entamer ? Absolument, je pense que nous l'avons enrichi. À l'époque, j'avais pu faire entrer aussi des produits d'hygiène, des produits qui servaient à la famille, et notamment à ces familles nombreuses. Donc je pense que ce ciblage sur nos familles qui en ont le plus besoin va permettre de mieux travailler sur cette liste avec les commerçants, et ceux qui en ont les moyens paieront le prix normal. Merci beaucoup, Teva Roufrich, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Bon week-end de Pâques à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et son score obtenu aux dernières législatives l'a encouragé à se présenter seul au territorial, une première pour Ahireya Porinitia. À sa tête, pas de Nicole Sanker, mais Nwiho Louré. Entre lui et la politique, c'est une histoire qui a débuté il y a 10 ans, à rencontre signée Lucille Guichet et Patrick Sing Sing. Nwiho Louré nous reçoit à l'Assemblée, là où il siège et là où il a débuté en politique il y a près de 10 ans. En 2013, sous la bannière du Tahuera, il fut aussi vice-président du pays et ministre des Finances, puis sénateur. En 2016, mais probablement en 2017. En 2015, il rejoint le Tapura d'Edouard Fritsch. En septembre 2020, il cofonde Ahireya Porinitia avec Nicole Sanker. Aujourd'hui, il mène la liste verte et blanche pour sa première participation aux élections territoriales. On sort des législatives, on a fait un score qui était quand même très honorable, malgré le taux de participation très faible. Et on a surtout beaucoup travaillé dans toutes les communes depuis quasiment 2 ans, constitué des comités avec des gens qui sont enthousiastes. Et donc ça nous met en confiance. Nwiho Louré l'assure, ce sera son dernier mandat. Les 2 grands axes du programme, le changement politique et institutionnel et la réforme du système fiscal. Limiter le nombre de mandats, instaurer un référendum local pour les grands choix de société ou encore simplifier les mesures administratives. Comment dire qu'on est autonome quand on importe tout? Comment dire qu'on est autonome lorsqu'on a besoin de 200 milliards de transferts financiers de l'État pour payer nos propres fonctionnaires? Donc on est tout sauf autonome. Donc la vraie question, c'est de trouver les moyens de développer une vraie autonomie. Ça veut dire ne pas fonder toute notre économie sur le tourisme peut-être. Ça veut dire mettre plus d'argent dans l'éducation, aux formations agricoles, mieux développer et valoriser les ressources de la mer. Sur ces 73 colistiers, Ahireya Porinitia compte 9 élus, des responsables associatifs et syndicaux. À son dernier scrutin, les élections législatives, le parti avait recueilli 11 600 voix au premier tour. Objectif, transformer l'essai. Et nous accueillons à présent notre second invité. Il s'agit de Nwiho Louré. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, transformer l'essai avec 10 ans de bagages politiques, est-ce que cela est suffisant pour diriger un pays ? C'est un travail que nous menons depuis 2 ans, d'aller au contact des Polynésiens. C'est une expérience qui est non négligeable. On a beaucoup travaillé sur le programme. C'est ce que nous souhaitons changer sur le plan politique, sur le plan économique, et il nous semble que nous sommes prêts. Tenati, Rassemblement national, vient d'annoncer par voie de communiqué son soutien à votre parti. Est-ce qu'il y a eu des tractations ou des promesses? Non, aucune. Le Hiraya, avec qui je me suis entretenu ce matin aussi, va probablement nous soutenir. Donc ce sont des choix de partis qui nous soutiennent dans cette élection sans contrepartie. Et c'est de bon augure avant le premier tour? J'espère. Et le Tavini a également annoncé qu'il nommerait un ministre de l'opposition s'il arrivait au pouvoir. Si vous en faites partie, est-ce que vous allez accepter de travailler avec les indépendantistes? Nous, au sein de Ahireya Porinitia, on a vraiment beaucoup travaillé sur le programme. On a réfléchi, on a élaboré 50 mesures qui nous semblent efficaces. Ce n'est pas de l'utopie, changer le système politique, limiter les mandats. Donc nous portons ce projet. Après, les alliances de second tour, ça nous concerne vraiment. Mais est-ce que si le poste vous étiez proposé, vous allez l'accepter? À titre personnel, non. Alors, un mot sur l'actualité maintenant, cette affaire d'agression sexuelle entre enfants de maternelle. Je le disais, il y a des défaillances dans le système de surveillance, du moins. Comment prévenir ce genre d'agissement dans les écoles?
octroyer plus de moyens pour éviter que ces faits divers graves ne se reproduisent plus. C'est un vrai travail de suivi. Alors ça montre aussi la difficulté sociale que connaissent beaucoup de familles. Ça montre aussi le soutien dont ont besoin certaines familles. Et là, c'est le travail du pays, effectivement, de mettre en place une politique sociale un peu plus avancée, en utilisant aussi les associations, je pense. Donc, c'est un fait divers qui nous interroge, un peu comme celui qu'on a vécu il y a 2 jours à Bora Bora, où on voit se développer finalement des violences qui sont liées aussi peut-être à l'absence de projets que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Et donc là aussi, c'est un travail sur l'éducation, sur la formation. Ça nécessite des fonds. Et autant lorsque nous parlons de réduire les dépenses publiques non essentielles, autant dans ce domaine, celui de la santé, celui du social, je pense que le pays doit agir davantage. Et vous allez mettre les moyens? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous disons d'ailleurs dans notre programme. Sur la cherté de la vie à présent, le panier bloqué, ce n'était visiblement pas une bonne solution. Mais êtes-vous pour le maintien des PPN, pour le maintien des produits de première nécessité? Non, nous sommes pour le fait de baisser les impôts et les taxes, notamment sur ces produits. C'est pour ça que nous proposons la suppression de la taxe sociale, qui est tout sauf sociale. Nous proposons surtout de baisser les droits de douane sur les produits qui sont importés pour faire en sorte que ces baisses de prix profitent à toute la population. Après, ça veut dire aussi qu'il faut, développer de la production locale pour ne pas dépendre de l'extérieur, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça veut dire mettre en place aussi des politiques plus ciblées sur les familles qui ont besoin effectivement d'un soutien, que ce soit un soutien social, un soutien en termes d'insertion professionnelle. Nous pensons que les systèmes comme ceux des PPN, des PGC qui ont été mis en place il y a quand même plus de 20 ans ont montré leurs limites. Donc vous allez les supprimer? On va les remplacer par quelque chose qui est beaucoup plus simple, compréhensible et qui coûte beaucoup moins d'argent, c'est de baisser effectivement les taxes. Les systèmes de PPN, de PGC impliquent aussi beaucoup de contrôle des prix. Ça veut dire recruter des fonctionnaires, ça veut dire les payer. Et comment on paye des fonctionnaires? En levant des impôts. Nous voulons éviter de tomber dans cette spirale qui conduit aujourd'hui à ce que notre collectivité paye quasiment les prix les plus élevés de l'outre-mer. Merci beaucoup, Nui Hauloré, d'avoir répondu à nos questions. Et ce matin, la tête de liste de Ahereia Porinetia, justement, a présenté ses projets pour défendre la cause de l'environnement. Face à Nui Hauloré, James O, il représentait le Tavini Huir Atira. C'est la nouvelle formule de votre émission, l'invité café. Voici un extrait. Je pense qu'il faut mettre en place des dispositions incitatives afin de promouvoir davantage. Il y a un frein parce que c'est coûteux. Donc, il y a toute la partie technique, assurer la maintenance. Et du fait de notre climat un peu tropical, donc tout ce qui est développé en Europe ou en Chine ne tiennent pas forcément donc, les délais en termes de garantie. Donc, il y a vraiment cet aspect à tenir compte dans les décisions. Donc, c'est les inciter de manière à ce qu'ils aient intérêt finalement à pouvoir s'équiper en panneaux solaires. Là, on parle des grandes entreprises. Quand on regarde le taux d'équipement en Polynésie en matière de panneaux solaires, il est très élevé pour les entreprises et extrêmement faible pour les particuliers. Je ne sais même pas si James est équipé de panneaux solaires chez lui. Voilà. Et donc, quand on pose la question dans les réunions, il y a très peu de personnes qui le sont. Moi, je l'ai fait aussi, j'ai fait ce choix-là. Et donc, nous souhaitons remettre en place ce dispositif pour qu'il soit effectivement incitatif, pas passer par les crédits d'impôt. Il faut vraiment aider à l'installation. Et donc, dans ce domaine, il faut qu'il y ait 2 choses. Il faut qu'il y ait une sensibilisation, d'où les propositions que nous évoquions, et aussi l'aspect financier pour constituer le déclencheur de la décision d'investir. Et c'est sur cet extrait que se referme cette rubrique. Du sport à présent, c'est devant leur public que les Tikitois se sont imposés hier 7-3 face à la Lituanie. Un match amical certes, mais qui a permis aux Polynésiens de faire des réglages après un premier match gagné 5-2 lundi. Cela faisait 4 ans que les poulains de Tevaz Averoni n'avaient joué devant leurs fans. À vendredi, l'équipe jouera son dernier match face à la Lituanie. L'entraîneur des Tahitiens espère que cette dernière rencontre sera du même acabit que les 2 précédentes. On l'écoute, il répond à Nicolas Suir. C'est des matchs comme ça qu'on a besoin. Et physiquement, ils sont costauds. Donc à nous de savoir déployer, mettre en place notre jeu par rapport à des équipes comme ça. Et j'ai insisté, il faut continuer, ça passe.
Mais après, sur la qualité technique, on n'a pas eu vraiment cette qualité-là qu'il fallait. Et le troisième tiers-temps, on a prouvé que c'est en insistant qu'on peut réussir à mettre en place notre jeu. Un peu de musique à présent. Gaby Lou et ses 9 musiciens vous proposent de rêver sur les meilleurs tubes du crooner. Au programme 3 heures de spectacle dans lesquels l'artiste retrace sa longue carrière. Une vie de chanteur qui a démarré alors qu'il n'avait que 19 ans et qui l'a fait voyager entre les États-Unis, la France et le Pacifique. À des voyages marqués par des rencontres aussi mémorables les unes que les autres et que Gaby Lou mettra en avant. Nous rejoignons Hiana Ouloglin sur place. Hiana Yorana, merci d'être en direct avec nous. 60 ans de carrière, ça se résume comment? Yorana à tous. Je pense que c'est très difficile de faire un résumé, mais nous avons essayé de faire on a choisi à peu près 200 chansons et on medley. Donc, je pense que le public il va être très content ce soir et on espère en tout cas que ce sera une satisfaction pour tout le monde. Voilà. Et donc au programme de la musique, bien sûr, mais peut-être aussi des petites histoires ou des anecdotes. Bien sûr. Oui, énormément d'anecdotes de son parcours. Bien sûr, Humana Home, c'est indétrônable. Ensuite, il y aura aussi des hommages qu'il a tenu à faire à toutes ces personnes qui ont composé pour lui et qui ont été des personnes chères à son cœur. Et puis je pense que ce qu'il faudra retenir, c'est de la nouveauté et toute une carrière justement de presque 2000 chansons qu'il a choisi pour ce soir. Voilà. Alors vous qui l'accompagnez depuis quelques années déjà dans tous ces concerts, à quel regard vous portez sur la carrière de votre père? Je suis fière. Je suis fière. Excusez-moi, je suis émue. Parce que derrière cet homme, derrière cette carrure, il y a une sensibilité. Et je pense qu'il n'y a que la famille qui peut voir ça. Mais ce soir, il y aura beaucoup d'émotions dans le programme. Et donc, je suis très fière de lui, fière de pouvoir l'accompagner dans ces dernières années de sa carrière. Et je lui souhaite encore de rester très longtemps avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Hiana Ouloglin, pour ce témoignage. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis la Maison de la Culture. Merci. Le concert démarre dans quelques minutes, donc à Papeete. Et enfin, pour clore ce journal, ces images qui traduisent parfaitement la trêve de Pâques, grosse affluence à la gare maritime pour le départ du long week-end. La population à Pars s'accorde 4 jours de vacances à Moorea ou aux îles sous le vent. Au programme détente, baignade, barbecue en famille ou encore chasse aux œufs pour les enfants. On écoute ces réactions de passagers recueillies par Leina Tetouanoui et Laura Chintu. Je suis très heureuse de passer un long week-end aux îles sous le vent. Et de Houainé jusqu'à Montpetit avec mes petits-enfants. Je suis très heureuse. Ce long week-end de Pâques, c'est pour aller en famille à Moorea. J'ai trouvé mon frère qui vit là-bas avec sa femme. Et passer de bonnes vacances, aller à la mer. C'était la fête de Pâques avec les amis et la famille. On sera en famille, voilà. Et puis bon, on essaye de passer un très bon long week-end. On va aller se baigner, manger au restaurant et voilà, et s'amuser. Il y a des chanceux. C'est la fin de cette édition. Voici l'information principale retenue pour ce jeudi soir. Une enquête judiciaire et une enquête administrative sont en cours pour des faits d'agression sexuelle entre élèves d'une école maternelle. Des faits très rares, souligne le ministère de l'Éducation. En attendant les conclusions des 2 enquêtes, un des enfants agressés a été déscolarisé par ses parents. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard dès demain. Je vous souhaite un bon week-end pascal. Prudence sur les routes. Prenez soin de vous et à lundi. L'information en continu sur Polynésie la première,
Internet et réseaux sociaux.